Je suis consultant en politique de mobilité et donc je suis accompagné de Frédéric Tardif. Bonjour à toutes et à tous. Qui va intervenir sur les aspects plus techniques ferroviaires fret. Alors, bon, on va passer rapidement sur le sommaire. Pour vous parler rapidement du projet TENMOD qui fait qu'on est là aujourd'hui. C'est la réunion de trois acteurs dont je vous ai déjà parlé. Donc c'est l'ADEME qui a lancé cet appel à une manifestation d'intérêt TENMOD, qui veut dire Territoire et Nouvelle Mobilité Durable, donc, qui vise à faire émerger des projets de mobilité durable, notamment dans des territoires peu denses, comme par exemple le Livradois-Forez. On a le syndicat ferroviaire de Livradois-Forez, qui est une structure qui est propriétaire et gestionnaire d'un réseau ferroviaire. Donc c'est un syndicat mixte composé de plusieurs collectivités, on va revenir là-dessus. C'est une forme de gestion qui est unique en France, qui découle voilà, d'une histoire assez particulière, c'est voilà, une organisation qui a une volonté de conservation du patrimoine, qui fait face à des problématiques actuelles que son président Jean-Benoît vous a présenté rapidement tout à l'heure. Et puis, on a actuellement trois exploitations, trois exploitants sur ce réseau, deux touristiques et une exploitation fret. Et puis, on a aussi un troisième acteur qui est donc cofinanceur, qui s'appelle RICOP, et qui a pour objectif de devenir un opérateur ferroviaire qui développe de nouveaux usages du ferroviaire en concertation avec les collectivités, les entreprises et les citoyens. Donc ces trois acteurs réunis ont choisi de développer une étude sur le renforcement des services ferroviaires sur le territoire du syndicat ferroviaire de Livradois-Forez. Donc c'est pour cela qu'on est aujourd'hui. Pour vous présenter un peu globalement toute l'étude, je ne vais pas rentrer dans chaque action, mais on couvre un nombre, on couvre de nombreux sujets sur le ferroviaire. Donc typiquement, ça va être la question de l'état de l'infrastructure, la question du fret qu'on a aujourd'hui, la question du transport de voyageurs, etc. Tout ça pour aboutir d'ici l'été 2021 à une proposition d'expérimentation sur le réseau, donc en l'occurrence avec l'objectif de densifier l'usage de ce réseau, de mieux l'utiliser, de mieux le valoriser. Voilà. Et donc on est réunis aujourd'hui pour parler du fret. Donc, ce sont les actions 3 et 4 qui sont dans cette étude qui nous concerne aujourd'hui. Et donc, l'idée, c'est de parler, de vous présenter un peu les avantages, déjà essayer de définir de quoi est-ce qu'on parle quand on parle de fret ferroviaire, de vous parler, de vous présenter un petit peu les principes de fonctionnement de ce domaine d'activité, et puis rentrer un petit peu plus dans le détail sur le fret en Livradois-Forez, les potentiels, etc. Et puis, évidemment, on pourra échanger avec des questions-réponses. Le contexte, alors, je vais commencer rapidement. On a trois dynamiques qui se conjuguent, qui nous font penser qu'effectivement le contexte est favorable au train, en tout cas un meilleur usage du train. Donc il y a la dynamique du projet qui est lancée notamment par l'ADEME, impulsée par l'ADEME. On a 33 projets lauréats sur cet appel à manifestation d'intérêt TENMOD. Et ce qui est assez notable, c'est qu'il y en a un seul qui est un projet ferroviaire, c'est celui-là, c'est celui qui est porté par le syndicat ferroviaire de Livradois-Forez. Donc c'est voilà, encore une fois une configuration assez unique. Donc cet appel à projet, comme je le disais, il a pour but d'aboutir sur une proposition d'expérimentation. Et le deuxième axe sur lequel cette étude va pouvoir aboutir, c'est justement la mise en place de cette expérimentation. On a une dynamique législative. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis décembre 2019, donc la loi d'orientation des mobilités
a été voté et donc est rentré en action. Et donc on a un certain nombre de dispositions qui concernent notamment le ferroviaire dans des territoires peu denses, avec des questions sur la gouvernance des petites lignes, etc. Et notamment donc, un décret qui est paru le 29 décembre 2020 qui fait un peu évoluer la façon dont les lignes ferroviaires, alors elles sont appelées les lignes ferroviaires d'intérêt local ou régional. Donc typiquement c'est voilà, une ligne ferroviaire dans un territoire peu dense qui jusqu'à présent est plutôt sous-utilisé. Donc voilà, on a un décret qui vient statuer sur le transfert de la gestion aux régions. Les régions peuvent demander à gérer ces infrastructures pour mieux les utiliser, pour densifier l'usage. Donc on rejoint un petit peu la problématique qui nous réunit autour du livre d'Aforez. Et puis, pour finir, on a aussi envisagé la question de la dynamique environnementale, qui évidemment est tout à fait d'actualité. On a plus de 9000 km de petites lignes, ce qu'on appelle les lignes de desserte fine du territoire, qui sont quelque peu en déshérence pour la plupart, et alors qu'il y a une vraie attente sur un meilleur usage de ces infrastructures pour proposer des transports plus vertueux, donc notamment des trains plus nombreux qui permettraient simplement d'offrir une alternative pour la lutte contre le changement climatique. Voilà. Donc encore une fois, sur l'étude qui nous réunit aujourd'hui, on a fait donc un travail de concertation avec les collectivités dans un premier temps. Donc les quatre communautés, enfin les 4 EPCI qui composent le syndicat ferroviaire, qui sont donc Ambert, Livradois-Forez, Loire-Forez, Aglo, l'agglomération du Puy-en-Velay et la communauté de communes de Thiers-de-Montagne. Et puis le parc naturel régional Livradois-Forez, auquel est adossé le syndicat ferroviaire. Donc on a fait un premier tour d'échange avec ces organisations. En parallèle, on a également lancé des échanges avec plusieurs entreprises du territoire, donc en individuel, qui vont se prolonger cet après-midi avec un forum fret en présentiel, donc malheureusement avec un nombre très restreint d'entreprises, puisque du coup on est limité par les mesures sanitaires. Donc voilà, et cette concertation avec les entreprises, elle a vraiment pour but, comme ici, de sensibiliser à la question du fret ferroviaire, de faire se poser la question pourquoi pas le fret, encore une fois, dans un seul objectif, celui de mieux utiliser l'infrastructure ferroviaire du Livradois-Forez qui a un vrai potentiel, mais qui pour l'instant voilà, demande encore à être mieux utilisé. Alors, donc on va aborder maintenant effectivement le sujet du fret ferroviaire, et c'est bien fret et ferroviaire qui vont ensemble, hein. Donc par le fret ferroviaire, on entend le transport de marchandises par le fer. Donc pour circuler le fret ferroviaire, plusieurs possibilités. Donc la première, c'est sur le réseau ferré national, le réseau structurant, qui est géré par SNCF Réseau. Et puis ensuite, on retrouve ce qu'on appelle le réseau capillaire, qui peut comprendre toutes les ITE privés, les réseaux locaux ou régionaux d'ailleurs, les ports, et puis en fonction des différentes structures qui peuvent gérer ces lignes. Donc, on s'aperçoit effectivement qu'il y a de plus en plus de besoins, en tous les cas, de plus en plus de demandes ou d'intérêts. Ensuite, le fret ferroviaire, eh bien, il ne circule que sur des wagons spécifiques. Et quand on a un wagon spécifique, ce n'est pas simplement certains types de wagons. C'est-à-dire que c'est bien au titre du wagon qui mérite, surtout quand il circule sur des réseaux locaux, du suivi et de la maintenance qui rentre dans les directives et des référentiels qu'on ne va pas aborder aujourd'hui.
On peut aussi le faire circuler, ce qu'on appelle le ferroutage, c'est-à-dire ce sont des wagons qui acceptent que l'on charge dessus des remorques de camions. Donc, sur le réseau ferré national, on retrouve des entreprises ferroviaires qui tractent les trains. Donc, on verra un petit peu plus loin les différents noms qui peuvent venir à l'esprit. Encore une fois, la gestion du réseau est assurée par SNCF Réseau et notamment par les EIC pour tout ce qui concerne la mise en place, la préparation des services, l'organisation, la gestion des circulations. Voilà. Et puis ensuite, bon, à qui s'adresse le fret ferroviaire? Je pense que vous devez certainement tous le savoir. Ce sont les entreprises qui font essentiellement du transport de masse. On a quasiment le transport par wagon diffus a quasiment disparu pour de nombreuses raisons qui sont liées effectivement aux nombreuses manœuvres, aux coûts, aux délais. Et donc maintenant, c'est essentiellement du transport de masse. Des entreprises qui possèdent des ITE, c'est-à-dire des installations terminales embranchées. Aujourd'hui, le chargement dans les gares ne représente plus que même pas 10% du trafic fret aujourd'hui. L'essentiel se fait via des ITE ou des plateformes multimodales qui sont reliées au réseau structurant. Donc, soit directement sur les voies du RFN, soit par l'intermédiaire d'un réseau local. Donc voilà différents types d'opérateurs, les plus connus étant Fret SNCF, Régiorail, Eurocargorail, enfin c'est ce qu'on a mis. On a fait rajouter aussi RDT 13 qui a la particularité d'exploiter à la fois des trains sur son propre réseau local entre Marseille et Fos-sur-Mer, entre Vitrolles pardon et Fos-sur-Mer, mais qui exploite aussi des trains sur le réseau ferré national. Donc, ce sont toutes des entreprises qui sont arrivées lors de l'ouverture à la concurrence pour le fret ferroviaire sur le réseau ferré national. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat, on surveille ça. Voilà. Au même titre, si on va un petit peu trop vite, et puis si effectivement vous avez besoin qu'on s'arrête quelques secondes sur un des sujets, n'hésitez pas. Donc, pour rentrer un petit peu plus dans le détail, qu'est-ce qu'on a comme type de train fret? Qu'est-ce qu'on retrouve? Essentiellement deux types. Donc, un que j'ai abordé tout à l'heure, qui était le wagon isolé, c'est-à-dire que c'est un seul wagon qui est chargé avec des marchandises, et puis depuis son point de départ jusqu'à son lieu de destination, il va de train en train, de triage en triage. C'est-à-dire c'est assez aujourd'hui compliqué d'avoir des visions sur les délais d'acheminement. C'est assez compliqué en termes de coûts aussi parce que les coûts sont calculés sur des trajets différents, sur des petits trajets en fonction de la marchandise, en fonction des tonnages transportés. Et aujourd'hui, le trafic qui prend de plus en plus d'importance et qui représente la grande part du trafic marchandise, c'est ce qu'on appelle le train complet, c'est-à-dire que c'est un train qui n'a pas de modification de composition, alors sur tout son parcours, sur l'essentiel de son parcours, puisqu'on peut aller à un endroit donné, former un train complet ensuite, et ensuite le train complet circule d'un point A à un point B, et il répond très souvent effectivement à une offre commerciale, et on va retrouver notamment dans les trains complets tout ce qu'on va appeler l'autoroute ferroviaire, notamment entre l'Europe du Nord et l'Europe du Sud, en traversant la France ou éventuellement l'Italie. Pour les ITE, donc les installations terminales embranchées, donc il y a un appareil de voie, donc un aiguillage qui relie les voies de l'ITE soit au RFN directement, soit à une voie mère s'il s'agit d'un réseau local. Et ensuite, ça dessert un port, une entreprise, un entrepôt, une zone industrielle avec différents nombres de voies. On peut avoir des organisations de type faisceau aussi, avec un faisceau de réception, un faisceau départ, des voies de manœuvre. Et ensuite, donc, les wagons étant chargés à cet endroit-là, ou déchargés d'ailleurs, ensuite, ils vont sur le réseau ferré national et ils circulent sans autre rupture de charge. Donc, pour circuler sur un réseau local,
il y a différentes conditions, mais qui ensuite sont toutes liées au fait ou non de circuler sur le RFN. C'est-à-dire qu'un train de fret, pour pouvoir circuler sur le RFN, il doit répondre à certaines normes qui sont décrites dans les référentiels de l'EPSF, qui concernent à la fois les règles de composition, de freinage, de vitesse limite, et ensuite même les engins moteurs doivent être habilités par l'EPSF, et les entreprises doivent détenir une licence d'entreprise ferroviaire qui comprend à la fois la licence et le certificat de sécurité en fonction des différents trafics et en fonction de conditions bien particulières. Donc très clairement, pour circuler sur un réseau local, il n'y a pas trop de difficultés. Par contre, dès qu'on va arriver sur le RFN, il faut respecter les règles du RFN, et ensuite les trains fret ne peuvent circuler que s'ils empruntent ce qu'on appelle des sillons. Donc le sillon, c'est une notion qui comprend à la fois des parcours horaires, des types de trains en fonction de l'engin moteur, en fonction du tonnage, et qui sont préparés à l'avance sur la préparation d'un service suffisamment en amont. Et donc ce service qui réserve à la fois les plages pour la maintenance, c'est-à-dire la capacité et la disponibilité de l'infrastructure. Ces sillons sont préparés dans ce qu'on appelle des sillons catalogues pour correspondre à des trains fret ensuite lorsque les sillons seront activés ou achetés par les différentes entreprises ferroviaires. Mais il est toujours possible, effectivement, de faire circuler des sillons exceptionnels, et c'est ce qu'on appelle les demandes de sillons de dernière minute. Je ne sais pas, André, si tu veux poursuivre ou si tu veux reprendre. Non, mais bon, donc effectivement, le transport de fret par le rail présente de nombreux avantages. Le premier étant effectivement de massifier et de permettre sa circulation sur une infrastructure qui lui est dédiée, qui est la voie ferrée, qui n'encombre donc pas les routes et les problèmes que cela peut poser. Ensuite, en termes d'énergie, même si le frottement fer-fer dépense une certaine énergie, on peut quand même transporter des tonnages beaucoup plus conséquents sur le fret ferroviaire que sur le fret routier, et ce qui demande effectivement moins d'énergie d'action, donc moins de consommation de CO2 ou de gaz à effet de serre. Et donc, globalement, le fret ferroviaire est plus économe, d'autant que sur la majorité des voies du réseau ferré national, les trains circulent ensuite sous alimentation électrique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de dépense d'énergie fossile de type diesel. Donc, plus effectivement on fait des trains importants, sachant que sur le réseau ferré national, la longueur maximum des trains aujourd'hui est de 750 mètres, même si on voit de plus en plus des trains de 850, voire même de 1050 mètres circulés. Donc, plus les trains sont longs, plus effectivement on peut mettre du tonnage, et plus le coût à la tonne baisse très vite, et plus le coût du sillon devient plus intéressant. C'est-à-dire que si on a sur un coup de sillon qui va d'un point A à un point B une certaine valeur, qu'on va appeler X, si on transporte 40 wagons alors qu'on peut en mettre 75, vous comprendrez vite que ça va quasiment du simple au double. Et puis ensuite, bon, la précision des flux, ça c'est un des derniers effets, c'est-à-dire qu'effectivement, bon, lorsque le train est sur les rails, et ben effectivement, bon, il circule sur sa propre voie, et on a des emprises, même sur les voies. Alors là, je fais une petite parenthèse par rapport aux lignes à grande vitesse. Les emprises au sol sont beaucoup moins importantes que les emprises pour une autoroute, par exemple. Après, bon, le système ferroviaire qui facilite l'organisation des flux, ça a été au fur et à mesure des expériences, et le fait qu'on ait aujourd'hui beaucoup de trains complets facilite effectivement cette gestion des flux qui n'était pas forcément toujours évidente dans le cadre des trafics diffus, même si effectivement on peut regretter que les wagons diffus aujourd'hui ne trouvent pas tout à fait leur place dans le fret ferroviaire.
Voilà, c'est pour donner un exemple justement de cette question des flux et de ce qu'on appelle la précision du guidage, la précision des flux. C'est que vous avez là un exemple d'entrepôt avec un quai de chargement-déchargement où vous avez des rails qui viennent directement dans l'entrepôt avec un quai au niveau des wagons. Et donc, tout simplement, le passage entre l'entrepôt et puis les wagons qui sont alignés se fait. Le passage des palettes se fait assez facilement. Donc, vous voyez que c'est assez simple d'imaginer d'automatiser, de rendre des processus de chargement, de fabrication plus réguliers et plus précis, justement, parce que le guidage du rail permet sans grande manœuvre, on n'a pas besoin de faire des manœuvres, des allers-retours, du guidage laser, etc. Parce que tout simplement, on a un guidage rail qui vous permet directement d'être auprès du quai, à niveau, etc. Et toujours à la même distance. Et toujours à la même distance, voilà, okay. sans avoir besoin de remanœuvrer, de faire des allers-retours, etc. Alors, l'idée c'est aussi de dire, bon, le fret ferroviaire a des avantages qu'on vous a présentés. C'est aussi un mode il faut bien comprendre ce que ça implique en fait de se lancer dans du fret ferroviaire, parce que c'est un mode de transport qui est exigeant, puisqu'il a les avantages, de ses inconvénients et inversement, c'est-à-dire que c'est un mode de transport qui va demander une organisation assez importante. C'est-à-dire qu'il va falloir réserver des sillons, organiser les flux logistiques autour de ça. Et si on veut vraiment bénéficier de tous les apports du train, on ne peut que s'engager à fond dans ce mode. On ne peut pas décider de faire du train une fois de temps en temps parce que ça permet de faire baisser le bilan carbone. En fait, le train, c'est un mode qui gagne à être utilisé et vraiment utilisé de façon intense. C'est-à-dire que quand on veut faire du ferroviaire, ça veut dire qu'il faut organiser les flux logistiques pour vraiment favoriser son utilisation, favoriser le côté massification des flux. Ça, c'est vraiment là qu'on va commencer à pouvoir dégager des effets des économies d'échelle, au niveau dépenses, tout simplement dépenses logistiques et puis économie d'émissions de carbone. Donc voilà, ça veut dire penser les flux autour de ça, organiser l'espace logistique de l'entreprise pour faciliter les chargements-déchargements. Ça veut dire déjà, avant même ça, tout simplement de disposer d'un quai avec un accès rapide et facile au réseau ferroviaire via une installation terminale embranchée, donc via un embranchement qui part du réseau ferroviaire et qui vient jusque sur le site de l'entreprise, ou alors via une plateforme logistique multimodale qui peuvent exister sur tous les territoires, et qui permet du coup de mutualiser un peu cette interface entre rail et route, zone d'activité. Et puis le dernier point de vigilance qui est assez important avec le rail aussi, c'est que encore une fois, on peut c'est un mode qui gagne à être utilisé, et si on ne maximise pas justement cette précision des flux, justement le fait que le rail peut venir jusqu'à l'intérieur de l'entreprise, ça veut dire qu'on va multiplier les ruptures de charge, et justement les ruptures de charge, c'est ça qui vont faire que le ferroviaire va être plus difficile à appréhender et à intégrer dans vos flux, parce que tout simplement ça veut dire plus de frais de maintenance, ça veut dire qu'il va falloir imaginer mettre des camions sur quelques mètres pour pouvoir passer les conteneurs d'un point à un autre. Donc il faut vraiment penser
les flux sur le ferroviaire, si on veut vraiment bénéficier de ces effets de massification. Donc, ce qui veut dire sur le point sur l'infrastructure adaptée, ça veut dire qu'il faut disposer d'embranchements ou en tout cas d'un accès au réseau qui soit facilité. Donc, comme je disais, via une installation terminale embranchée qui vient directement sur le site de l'entreprise ou via une plateforme multimodale. Et puis, tout simplement, disposer d'un réseau adapté, avoir un réseau adapté. Alors, ça veut dire tout simplement quand on est connecté au réseau ferré national, donc qui est géré par SNCF Réseau, il faut que celui-ci puisse accueillir des tonnages qui permettent justement de bénéficier de cette massification. C'est-à-dire que tout le réseau ferré ne peut pas forcément accueillir des trains de 750 mètres. Plus vous allez pouvoir accueillir des trains longs, plus vous allez pouvoir justement maximiser cet effet de la massification des flux. Donc ça, c'est plutôt une responsabilité du gestionnaire d'infrastructure. Donc pour le RFN, en l'occurrence, c'est donc SNCF Réseau. Et puis pour les autres types de réseaux capillaires, etc., donc c'est le gestionnaire d'infrastructure. En l'occurrence, dans le cas du Livradat-Forez, c'est le syndicat ferroviaire du Livradat-Forez qui est responsable de cet aspect-là. Globalement, on peut dire effectivement que ce sont après les gestionnaires d'infrastructure ou les OFP, hein, les opérateurs fret de proximité. Du coup, focalisation sur le syndicat ferroviaire de Livradat-Forez. On va revenir sur la question du fret juste après. Donc en fait, le syndicat ferroviaire de Livradat-Forez, c'est un réseau de plus de 148 km de réseau. C'est une organisation qui, comme je le disais, est assez unique en France puisque c'est un syndicat mixte qui gère un réseau ferroviaire. Ça n'existe à ma connaissance pas ailleurs en France. Enfin, pas avec différents opérateurs en tout cas. Voilà. On a quatre PCI donc, qui sont adhérents de ce syndicat mixte. Je vais les lister. Donc on a la communauté de communes de Thiers, on a la communauté de communes de Ambert Livradat-Forez, la communauté d'agglomération de Loire, donc Loire-Forez Agglo, et puis la communauté d'agglomération de Puy-en-Velay, qui sont toutes les quatre impliquées dans la gestion de ce réseau. Et puis on a 3 opérateurs qui utilisent ce réseau par tronçon, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de circulation il n'y a pas d'interaction entre les trois opérateurs. Il n'y a pas d'interaction. Et donc, on a 2 opérateurs touristiques qui sont Agrivap et le CFHF sur la partie sud, qui est la partie, on va dire, la plus montagneuse, la plus spectaculaire et effectivement la plus intéressante pour le côté touristique, notamment avec la desserte du site de la Chaise-Dieu. Et puis, un tronçon qui est exploité sur le côté fret par l'opérateur Combrail. Donc, qui est du transport de produits de cartonnerie, papier, carton, etc. Ce qu'on peut ajouter, Quentin, sur ce point des opérateurs, c'est que c'est chaque opérateur ferroviaire qui gère ses circulations. C'est-à-dire que chaque opérateur est chef de file sur le tronçon qu'il exploite, c'est-à-dire qu'il utilise un système qui permet de circuler en toute sécurité et de consigner l'ensemble des circulations, soit de façon numérique, de façon à ce que en fait, l'organisme de sécurité ferroviaire qui dépend de l'État veille à ce que les circulations soient réalisées en toute sécurité. Voilà. Voilà. Et donc, pour finir sur le profil du réseau, donc on est sur un réseau assez typé montagne, on va dire, avec des rampes importantes, un point haut à 1200 mètres d'altitude, des courbes assez serrées, et puis de la voie unique, non électrifiée, bien sûr. Voilà, et donc se pose, comme je disais, la question de la pérennité de cette infrastructure avec, voilà, est-ce que ce mode de fonctionnement de circulation par tronçon est pérenne? Comment est-ce qu'on peut imaginer faire circuler plus de trains?
Est-ce qu'on peut envisager de faire circuler des trains entre tronçons, densifier justement, ce qui nous retrouve aujourd'hui, c'est densifier justement l'aspect fret, puisque pour l'instant le fret est uniquement utilisé en interne entre donc la commune de Giroux et la commune de Courpierre, donc pour le transport de produits du papier et carton. Donc voilà, on sait qu'on a des entreprises qui se trouvent tout le long de la ligne. Ce qui est un indicateur intéressant, c'est justement de prendre cette carte des relevés de trafic le long de la route départementale D906, donc qui est la principale départementale qui dessert tout le territoire sur un trajet nord-sud. Et c'est intéressant de voir les trafics de poids lourds tout le long de cette route, puisqu'au final, ces deux axes, l'axe ferroviaire et l'axe de la départementale, sont vraiment très parallèles, et sur la plupart du parcours en tout cas. Et on voit que au niveau de Pont-de-Dor, donc on se trouve l'accès au réseau ferré national pour le syndicat ferroviaire de Livre-la-Forez, donc qui se trouve à peu près à côté de Thiers, et donc où on a la proximité de l'autoroute A89, effectivement. On se retrouve avec un trafic de poids lourds de plus de 520 poids lourds par jour en moyenne. Si on va un peu plus loin dans la vallée, on est autour de 400 poids lourds à Courpierre ou à Oliergues. Et puis entre Ambert et Arlan, un peu plus loin dans la vallée, un peu plus éloigné effectivement des grands axes routiers, etc., on se retrouve quand même toujours avec 300 poids lourds en moyenne par jour. Faut savoir qu'il y a une grosse activité de scierie. Enfin, la filière bois est assez importante dans ce domaine. Et voilà, donc on est vraiment, c'est typique, on est parfaitement parallèle entre la route et le train, le ferroviaire. Et la question, c'est voilà, comment est-ce qu'on développe ce potentiel ferroviaire. Donc dans le cadre de notre étude, on a identifié diverses filières qui permettraient justement de densifier ce trafic, sachant qu'évidemment, tout n'est pas forcément transférable sur le ferroviaire. On sait très bien que les 300 poids lourds qui passent entre Ambert et Arlan, on ne va pas tous les passer sur le ferroviaire, puisque tout simplement, les 300 poids lourds par jour, leur destination, elle n'est pas forcément connectée au réseau ferré. Parce que tout simplement, quand on fait du transport, il faut qu'on puisse aller d'un point A à un point B par ce même transport. Donc voilà, si la destination n'est pas forcément est difficilement accessible par le ferroviaire, forcément ça sera plus compliqué de passer ce trafic sur du ferroviaire. Mais néanmoins, on sait qu'on a quand même une partie de ce trafic qui pourrait transiter sur du ferroviaire sans trop de difficultés. Donc on a identifié les filières sur les déchets ménagers, les déchets d'entreprise. On a donc les produits de la filière bois qui pourraient être concernés, de la filière textile avec notamment de l'industrie de la tresse qui est aussi assez important dans le bassin d'Ambert. Le transport de matières dangereuses, en tout cas de produits chimiques, puisqu'on a une usine une usine pharmaceutique sur le domaine de Vertolaye, de la commune de Vertolaye, qui pourrait apporter du trafic sur le fret, et puis voilà, potentiellement d'autres types de marchandises. Voilà, donc ça c'est le potentiel qu'on a identifié au travers de nos échanges avec les élus du territoire et avec les entreprises avec lesquelles on a pu échanger. Voilà, donc je sais, enfin, on peut faire, si vous avez des questions, un petit échange, si vous voulez rajouter des choses. Avez-vous des questions? Bonjour, vous m'entendez là? Ah, je vois qu'il y a des mains levées, je vais peut-être laisser la priorité par rapport à ça.
Alors, on a André Tignière qui a levé la main, oui. C'est pas parce que mon prénom commence par la lettre A qu'il faut me donner la priorité. Bon, bonjour, je suis, comme certains d'entre vous le savent sans doute, le délégué de l'association Objectif OFP. Et beaucoup d'entre vous ont participé aux journées que nous organisons régulièrement sur le fret ferroviaire et les territoires. Et je connais de longue date certains des participants. Donc, je voudrais d'abord dire en toute simplicité combien j'apprécie des efforts récurrents, puisque je connais votre ligne depuis près de 10 ans maintenant. J'ai participé à des réunions, je veux dire parfois orageuses entre Agrivap et les syndicats, et ensuite à des réunions plus apaisées. Nous avons aidé Combraille pour l'établissement de sa réglementation de sécurité, etc. Donc je sais que votre terrain est à la fois intéressant et difficile, puisque le fait est que la région ne génère pas énormément de volume de fret, et que donc la recherche d'une offre comment dire, attractive sur le plan économique et industriel est forcément complexe. Alors, simplement, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a, parmi les éléments de contexte qui ont été cités, il y en a qui méritent d'être un peu élaborés, et je pense que vous pourrez en tirer des conclusions opérationnelles. C'est qu'il y a effectivement, on est obligé de le dire, même si on a été douché par beaucoup d'espoir autrefois, il y a effectivement un retour d'intérêt, je ne dirais pas un retour d'efficacité, mais un retour d'intérêt des politiques sur le fret ferroviaire. Pour mémoire, la LOM, dans son article 178, impose à l'État de présenter au Parlement un plan de développement du fret ferroviaire. Incidemment, ce plan devait être remis au 1er janvier 2021. Il a sans doute 6 mois de retard, mais la loi est la loi, il existera. Deuxièmement, nous bataillons en ce moment dans le cadre de la loi sur le climat pour faire introduire expressément un objectif de doublement de la part modale, qui est l'objectif européen, et qui est porté par une alliance un peu originale de l'ensemble des acteurs du ferroviaire, mais c'est pas les ferroviaires partout ferroviaires, c'est les ferroviaires et leurs clients, puisqu'il y a les transporteurs routiers de TLF, et il y a aussi les chargeurs de la UTF qui font partie de cette alliance. Donc, pour faire bref, il y a en ce moment un début quand même de frémissement d'actions concrètes, pas seulement verbales, qui sont que les DREAL, et celle de votre région Auvergne, élargie maintenant, n'échappe certainement pas à la règle. Les DREAL ont reçu instruction de l'État de chercher à voir quel projet d'investissement pourrait être pourrait nourrir les actions court terme qui sont prévues dans ce qu'on appelle le plan de relance qui a été émis par le gouvernement au 3 septembre. Donc, première piste, vous l'avez peut-être déjà suivie, mais je pense qu'il faudrait que vous regardiez si les DREAL peuvent vous apporter quelque chose dans la temporalité et dans la forme qu'ils définissent, qui ne sont pas forcément, applicables à vos projets. Deuxième élément important, l'État a confirmé la réduction de 50% du prix des sillons ferroviaires sur le réseau ferré national. Et ce qui est moins connu, c'est qu'il est en train de concrétiser plusieurs demandes anciennes de la profession, et en particulier d'Objectif OFP. D'abord, d'améliorer le système d'aide aux ITE. Il y a une structure qui a été mise en place pour que les régions puissent financer les ITE, mais nous avons demandé et apparemment obtenu que l'État abonde cette aide à parité avec les régions. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il se dessine, enfin on est en train de discuter des détails de mise en œuvre, donc on peut dire que le principe est acté, une aide aux wagons isolés. Ce qui, dans votre cas, pourrait rendre économiquement plus viable une desserte qui, j'ai vu
sur la liste des pistes de marché que vous suiviez la question des déchets ménagers. Je me souviens très bien, on en avait parlé il y a 5 ou 6 ans avec le syndicat mixte. Le problème, c'est qu'il n'y a évidemment pas des trains complets de déchets, heureusement d'ailleurs, pas des trains complets de déchets, c'est des petits envois. Et pour le faire, une aide aux wagons isolés serait vraisemblablement applicable à ce type de trafic. Donc, tout ça pour dire qu'il y a un contexte qui est porteur, ça ne va pas rendre brusquement rentable et économiquement viable des choses qui sont complètement hors des clous, c'est évident. Mais en tout cas, le contexte est plus favorable qu'il n'était il y a 2 ou 3 ans lors des précédentes études que vous avez pu mener. Et puis, j'oubliais de dire que vous avez quand même un acteur régional extrêmement dynamique que je salue en la personne de Ferrovergne, représenté par Yoann Migonnet, qui est dans le métier depuis longtemps. Voilà les seuls commentaires que suggérait votre présentation. Merci. Monsieur Raoult, je ne sais pas comment on dit. Oui, bonjour. Donc Emmanuel Raoult, la métropole de Montpellier. Nous, on va aussi aborder cette question du fret ferroviaire dans les semaines qui viennent. On a une personne de fret SNCF qui est passée, donc qui m'a permis d'y voir plus clair, et la présentation d'aujourd'hui a aussi permis de s'acculturer sur les questions de fret ferroviaire. Bon, il disait plus ou moins la même chose, qu'on n'a plus beaucoup de wagons isolés. On est sur des trains massifs, et lui, il avait l'air de dire qu'en gros, si vous n'avez pas des installations qui accueillent des trains de 800 mètres, c'est potentiellement moins intéressant. Sauf que, bon, sur Montpellier, on n'a pas une grosse industrie, et finalement, ce genre de configuration reste exceptionnel. Donc, du coup, l'intervention de M. Tinière là-dessus, sur ces questions du wagon isolé, est cruciale pour nous, puisque je ne pense pas qu'on puisse aller vers des envois massifiés sur la métropole. Surtout si on est dans une logique de logistique urbaine où on n'a pas forcément des envois massifiés industriels. Et donc après, nous, ce qu'on espère, c'est pouvoir aussi s'articuler avec le port de Sète, qui lui dispose de capacités d'accueil de trains de longue distance et qui sont longs eux-mêmes, les trains. Donc il y a quand même cette question-là de savoir un peu comment on va pouvoir revenir sur des systèmes de wagons isolés qui paraissent un petit peu délaissés aujourd'hui, mais qui sont quand même les petits ruisseaux qui font les grandes rivières, quoi. Nous sommes d'accord. Votre question, donc votre problématique sur Montpellier, c'est pour la logistique urbaine, c'est ça? C'est pour développer la logistique urbaine? Nous, on n'est pas opérateur ferroviaire, et on n'a pas du tout, on a très peu de voies ferrées, puisque nous, on a un faisceau principal qui traverse la métropole, mais on n'a pas d'étoiles, contrairement à d'autres grosses agglos. Donc nous, notre logique, c'est de dire on n'est pas compétent pour travailler sur le fret ferroviaire. Par contre, on souhaite donner un contexte favorable. Vous êtes là? Oui, on vous écoute. Parce que je vois l'image qui s'est figée, c'est pour ça. Oui, donc on souhaite donner un contexte favorable. Alors d'une part, en inscrivant, en essayant de forcer, je dirais, les entreprises avec des volumes ou des poids conséquents pour les mettre le long des voies ferrées. On veut aussi essayer d'articuler au maximum avec la logistique urbaine, qui est le cœur, je dirais, du transport de marchandises sur notre métropole, mais on n'a pas compétence sur le fret ferroviaire. Donc nous, on est dans cette démarche d'accueillir au mieux, d'accueillir ça au mieux, mais on avait par exemple des idées de transport combiné, mais en fait sur 2 sites, puisqu'on a 2 sites embranchés sur la métropole, et au final, probablement qu'aucun des 2 ne serait concurrentiel, puisque finalement, le transport combiné se fait sur longue distance, et que vous avez déjà le site du port de Sète qui est bien mieux dimensionné pour ça. Donc, on se demande qu'est-ce qu'on va faire de ces embranchements-là, sachant que ce qui a été expliqué tout à l'heure, c'est qu'on est passé du wagon isolé, a priori, sur des grandes quantités de wagons d'un coup, et on s'est retrouvé dans une situation, a priori, où la plateforme logistique de Système U qui est sur la métropole
en fait, ils ont arrêté de fonctionner avec le fret ferroviaire, avec une deuxième logique, a priori, que je connais mal. Je ne sais pas s'il y a des gens autour de la table qui connaissent mieux, mais qu'en gros, le paiement du transport a changé il y a quelques années, et donc pour le transport de boissons, finalement, les plateformes de la grande distribution ne se sont plus appuyées sur le fret ferroviaire. Et on a l'exemple du site de Perrier à Vergescaux-d'Ognans dans le Gard, qui a certes remis en état son embranchement, mais ce n'est pas pour envoyer vers les plateformes de grande distribution, c'est directement pour envoyer au port de Marseille pour l'export. Donc voilà, donc on est dans une situation où aujourd'hui, je ne vois pas de débouché pour nous pour l'instant, sauf à être dans une logique d'OFP où on permettrait de massifier sur une plateforme quelque part. Et est-ce qu'on ne doit pas revenir aussi vers un fonctionnement peut-être un peu plus local? Je prends l'exemple je pense à votre ligne là-dessus, c'est de dire que peut-être qu'on a un fonctionnement un peu plus local à avoir sur quelques wagons et qui est peut-être pas, et qui est déjà très intéressant du point de vue environnemental, même si aujourd'hui, économiquement, ça reste pas viable. Juste si je peux faire une petite intervention, Monsieur Raoult, concernant les réseaux locaux, il est toujours possible de faire du trafic par, entre guillemets, wagons isolés. C'est-à-dire que les wagons isolés, on peut les amener jusque, en tous les cas pour ce qui concerne le périmètre du SFLF, jusqu'à Pont-de-Dor, où là on peut reformer des trains, et c'est à partir de la circulation sur le RFN où on doit envisager effectivement plutôt un système de train complet. Dans le cadre de votre structure, que je connais bien parce que j'ai travaillé beaucoup pour SNCF Réseau Montpellier et je travaille même actuellement sur l'étude LNMP, sur la partie fret de ce que va être LNMP. C'est pour ça peut-être qu'on aura l'occasion, nous, de se reparler ultérieurement. Effectivement, la circulation de wagons isolés, entre guillemets, entre vos structures périurbaines autour de Montpellier jusqu'au port de Sète, ou à partir du port de Sète, on peut envisager des trains complets, je ne sais pas, Marseille, Nord-Europe, Sud-Europe, Espagne, ça peut être aussi quelque chose qui peut être envisagé. Et je mets cette parenthèse parce que dans le cadre du SFLF, c'est tout à fait possible. C'est-à-dire d'avoir des wagons isolés qui vont être récupérés sur différentes ITE, je n'ose plus parler de gare, mais en tous les cas différentes ITE, qui iraient jusqu'à une structure qui peut être l'ITE de Pont-de-Dor, qui elle est directement reliée au RFN, où là on peut former des trains, et ensuite on peut amener des trains qui ne font pas forcément 750 mètres, mais jusqu'au faisceau de Clermont-Ferrand, où de là on les rajoute sur des trains complets en fonction de la destination des marchandises. Voilà, c'était juste la parenthèse que je souhaitais faire pour répondre à vos interrogations. Si vous permettez que je rajoute un mot pour préciser, en fonction de ce qui vient d'être dit, l'aide qui va être donnée aux wagons isolés va permettre de rendre un peu plus attractif, je ne dis pas que ça résout tous les problèmes, ce n'est pas un cadeau bien sûr, mais va rendre un peu plus attractif l'offre que pourrait présenter, comme vous le disiez, un ramasseur, si je puis dire, de wagons sur votre ligne, l'amenant à une voie d'échange ou un opérateur sur le réseau ferré national lui-même le regrouperait à d'autres flux, parce que s'ils sont isolés au départ, ils ne seront pas importants à l'arrivée au débauché de votre ligne, donc il faut le regrouper à d'autres flux. Et là, on tombe typiquement dans le travail des entreprises ferroviaires qui doivent, si elles veulent capter ces flux, être capables d'être non seulement des tractionnaires, mais des logisticiens, c'est-à-dire de regrouper des flux entre eux, des flux de wagons conventionnels et des flux de combinés, par exemple. Ça commence à fonctionner. Et pour parler à M. Raoult à Montpellier, il a la chance d'être, si on peut dire, à l'épicentre de trois, entre guillemets, OFP, même si le mot OFP est un peu vague en l'occurrence, ou en tout cas de trois opérateurs ancrés dans le territoire. Au nord, vous avez donc le Ferrovergne, et plus exactement le groupe Combronde dont on parlait tout à l'heure. Vous avez RDT13 au sud-est pour vous, et un peu partout, mais en particulier à votre sud-ouest, vous avez Régiorail. Donc, s'il y a quelque chose à faire, je pense que l'une ou l'autre de ces trois entreprises peut le détecter, et tout ce qu'on cherche à faire, c'est de favoriser donc l'éclosion le retour du wagon isolé en le rendant plus compétitif. Incidemment, il faut avoir en tête les chiffres. En France, grosso modo, il y a 60% de trains complets
25% de transport combiné et 15% de wagons isolés. Et le but qu'on s'est donné dans la profession, c'est de doubler la part modale du fret ferroviaire, ce qui va imposer un triplement du combiné et un triplement du wagon isolé. D'où les incitations économiques que le gouvernement a accepté de mettre en place. Alors, pour continuer sur le fret, sur le wagon isolé, ce qu'il faut bien avoir en tête, la problématique du wagon isolé, c'est que on va avoir justement ce qui est, comment dire, l'avantage du fret routier. En fait, c'est qu'on a des petites unités qui peuvent aller partout, distribuer des containers à plein d'endroits éparpillés. Éventuellement aussi se retrouver sur des plateformes de redistribution, etc. Et c'est un peu plus difficile avec le ferroviaire, puisque forcément, comme on vous le disait, et c'est important, c'est plus le ferroviaire gagne à être massifié, donc à avoir un enchaînement de wagons, et ces wagons, forcément, ils ne vont pas forcément au même endroit. Et dans le cas des wagons isolés, par exemple, ça veut dire qu'il faut passer par une gare de triage pour les redistribuer et pour qu'ils puissent ensuite trouver leur destination. Les gares de triage, il y en a pas forcément partout en France. C'est exactement la même logique. Elles sont moins utilisées parce que le trafic, la part de marché du transport de fret a plutôt tendance à diminuer, et donc du coup ça diminue d'autant plus l'attractivité et la compétitivité des gares de triage. Donc on a ces gares de triage qui permettent justement de résoudre cette problématique de reformer des wagons pour retrouver une destination connectée, etc. Et on a aussi la notion de plateforme multimodale, et je fais tout cet alambic pour pouvoir donner la parole, s'il est encore connecté, à Johan Digonnet, qui peut peut-être nous parler de cette notion-là. Bonjour tout le monde. Oui, je suis connecté. J'écoute depuis tout à l'heure avec attention tout ce qui se dit. Je ne sais pas si vous m'entendez bien, puisque je suis sur Arles, sur une nouvelle plateforme qu'on est en train de faire. Au niveau des installations, je fonctionne avec la connexion partagée de mon téléphone. J'espère donc que vous m'entendez bien. Écoutez. C'est correct. Aujourd'hui, à mon sens, la problématique du développement, de l'installation, de la mise en œuvre d'un trafic ferroviaire est pleinement liée en général aux infrastructures. Le problème de l'infrastructure, c'est qu'en général, pour un chargeur, ça sous-entend qu'il n'a pas encore reçu un seul wagon et qu'il a déjà déboursé des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros pour pouvoir se connecter. À mon sens, ça sous-entend deux choses. Soit réaliser du ferroviaire sans ITE, et là, comme le soulignait M. Tinière, que j'en profite pour vous saluer, André, ça fait un moment que je ne vous ai pas vu. Comme le soulignait André Tinière, le combiné a une grosse part de marché et une grosse pertinence là-dessus. Sinon, après, si on commence effectivement à rechercher l'ISOL, il faut de quoi l'amortir. Et là, il faut chercher un industriel, un gros chargeur. Typiquement, sur ce qu'on évoque là, à savoir sur le réseau du syndicat ferroviaire, peut-être que ce qu'il faudrait, c'est essayer de le faire connaître à un niveau industriel et commercial, à un niveau plus professionnel, je dirais, et plus large que ce qu'il y a actuellement, sous-entendu, pourquoi pas, lors des prochains salons ferroviaires où on retrouve des professionnels qui vendent de la traction, qui vendent du matériel roulant, qui vendent de la formation. Il y a toujours un endroit où on parle de foncier ferroviaire, on parle de développement territorial du ferroviaire. Pourquoi pas avoir un petit stand et faire connaître ce que vous avez à proposer, qui peut avoir sa pertinence, à mon avis. Allô? Oui.
On vous entend très haché, mais je pense qu'on a compris l'essentiel de ce que vous exprimez. Est-ce que vous m'entendez? On vous entend très mal. Bon. Je pense qu'on a compris les grands principes. Ce qu'on peut peut-être faire, c'est peut-être laisser la parole s'il y a d'autres intervenants qui veulent s'exprimer. Je n'entends plus personne. On vous entend assez mal, mais voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que quelqu'un veut intervenir encore sur ce sujet? Non, c'est toujours. Hein? Ah oui, Monsieur Raoult, vous avez relevé la main? Vous voulez intervenir? Non, je ne l'ai pas baissé. D'accord, d'accord. Moi, je vais devoir y aller. Par contre, c'était super intéressant. Et du coup, j'espère que lorsque nous, on va engager notre étude de réflexion, qu'on pourra tenir un événement similaire dans 6 mois, 1 an pour continuer les discussions. Bon, d'ici là, j'espère qu'on pourra aussi continuer les discussions, évidemment, avant. Si je peux me permettre, Monsieur Raoult, puisque j'habite Nîmes et donc je connais plutôt bien la région et la problématique parce que j'ai eu travaillé pour SNCF Réseau il y a quelques années. Et éventuellement, on peut entrer en contact pour poursuivre cette discussion peut-être en comité plus restreint, en tous les cas pour ce qui concerne votre problématique. Écoutez, je mets téléphone et mail là, dans la conversation et avec plaisir. Ok, merci beaucoup. En tout cas, ce qu'on peut vous proposer, c'est qu'on va vous partager la présentation avec évidemment les coordonnées du syndicat ferroviaire si vous souhaitez en savoir plus et puis échanger avec Guillaume. Voilà. Donc voilà. En tout cas, merci à tous d'avoir participé. Merci à vous pour l'orga. Est-ce que Éric Cornu veut dire un petit mot? Éric, sur le contexte un petit peu que tu connais bien sur le fret depuis je dirais presque 2 décennies sur le territoire du Livradois, est-ce que tu veux dire quelque chose peut-être? Oui, Éric Cournut, donc du Parc naturel régional Livradois-Forez. Effectivement, on suit. Vous m'entendez bien, pardon? Oui, très bien. Oui. On est très attentifs, nous, à ce développement potentiel du fret. Moi, ce qui me semble intéressant, c'est ce que disait M. Tinière par rapport à un soutien de l'État aux wagons isolés. Je crois qu'il faudra qu'on voit aussi localement si on peut pas compléter ce soutien de l'État par un soutien local, hein, pour donner peut-être encore plus d'attractivité à ce mode de transport de marchandises. Je crois qu'il y a vraiment un enjeu à amorcer la pompe chez nous, hein. Enfin, j'entends bien qu'il y a une nécessité de massifier par rapport à un réseau national ou international. En ce qui nous concerne, moi je crois depuis le départ à la nécessité de créer d'avoir un premier train, d'aller progressivement, c'est-à-dire que on est sur un réseau qui est fermé. Enfin, on a une on n'est pas sur le réseau national, c'est un avantage, et on peut y aller doucement, je dirais. Et je crois que ce qui est important, c'est de voir des trains, de faire circuler des trains, d'avoir quelques initiatives, de pouvoir les soutenir fortement au départ, pour qu'ensuite elles deviennent économiquement intéressantes. Voilà, c'était un peu le commentaire que je voulais apporter suite à ce débat très intéressant. Je pense qu'on est bien conscients, en tous les cas tous,
qu'aujourd'hui, un des atouts du ferroviaire, c'est le fait de pouvoir massifier pour circuler sur le réseau ferré national. Par contre, effectivement, pour le développement du réseau capillaire et des petites lignes, notamment des réseaux locaux, il faut arriver à trouver un fonctionnement, et les aides de l'État peuvent être effectivement un de ces leviers qui permettent de faire à la fois du wagon isolé localement, pour ensuite pouvoir, pourquoi pas, faire du transport massifié dès qu'on arrive sur le réseau structurant. Il y a André Thinière qui a levé la main, à nouveau. Oui, c'est juste pour rattraper un oubli quand je suis intervenu tout à l'heure. Parmi les arguments qui ont, semble-t-il, porté quand on a promu dans le cadre de 4F ces plans d'action, d'abord dans le plan de relance, puis ensuite dans le plan de développement que la loi des mobilités demande à l'État de lancer, j'ai vu que votre présentation insiste, à juste titre, sur l'économie de CO2. Mais et il y a une convention citoyenne sur le climat qui vise le CO2. Je voudrais, et si vous le souhaitez, je peux le documenter, attirer votre attention sur le fait que le fret ferroviaire, il faut le reconnaître, a beaucoup d'inconvénients, et certains sont améliorables et d'autres ne le sont pas. Ça manque de souplesse, les opérateurs ne sont pas toujours à la hauteur. Tout ça est parfaitement vrai, et il y a un monde important de chargeurs qui ont tellement souffert de la mauvaise qualité du fret ferroviaire qu'ils ne veulent plus en entendre parler. Donc je crois qu'il faut être lucide et ne pas mettre en avant uniquement les avantages du fret ferroviaire. Ayant dit ça, je me permets de dire qu'il y a des avantages qui vont bien au-delà du CO2. Et il y a une étude européenne extrêmement fouillée qui en est à sa 3e édition, qui vient d'être, enfin, qui a été publiée il y a 1 an et demi, qui cherche à valoriser. Alors c'est toujours un peu ridicule de valoriser le nombre de morts ou les particules fines, mais qui valorise en bon, si je peux dire, en euros verts, si on peut dire, les différents avantages des modes les uns par rapport aux autres, bien sûr, pas seulement du fret ferroviaire tout seul. Et quand on regarde cette étude, on s'aperçoit que le CO2 a un avantage évident, mais qu'il y a d'autres éléments qui ont des avantages comparables en chiffres, en particulier les accidents. Le fret ferroviaire tue 50 fois moins que le fret routier, c'est une donnée. Les particules fines, qui sont pas dans quand on dit CO2, ça veut dire CO2, ça ne veut pas dire particules fines. Et la mortalité par particules fines, alors ça vous touche moins dans le livrado à Forez, mais la mortalité par particules fines est très importante dans les grandes agglomérations. Et le dernier point, c'est l'encombrement des routes. Et l'encombrement est un paramètre qui est croissant, parce qu'il est clair que le réseau routier ou autoroutier ne va pas grossir à la même vitesse que la croissance des transports, même si la croissance des transports est moins forte maintenant qu'elle n'a été il y a une dizaine d'années. Donc pour tous ces paramètres-là, le ferroviaire a des avantages, et je pense que les politiques en général et le gouvernement actuel en particulier commencent à en prendre conscience. Et si je dis ça, c'est que ces avantages sont nationaux, mais ils sont aussi régionaux. Et ça pose tout le problème du partage toujours difficile des financements entre l'État et les régions. Jusqu'à maintenant, la politique de l'État était grosso modo, les régions démerdez-vous avec les petites lignes et les infrastructures locales, moi je ne paye rien. Il y a un petit frémissement il y a un petit frémissement de changement d'attitude par le fait donc que l'État accepte le principe de cofinancer les ITE. Mais ça suppose que symétriquement, les régions elles-mêmes soient allantes et dynamiques, quitte à ce soit pour revendiquer la juste part de l'État, mais il faut qu'elles promeuvent le fret ferroviaire elle-même. Et là, vous, en tant qu'instance à l'articulation entre le local, le politique et l'industriel, vous devez avoir un poids politique important pour que la région prenne en compte ces nouvelles dispositions de l'État et continue à camper sur ses positions pour défendre ses intérêts, mais exploite le début que ce que je crois être d'un changement d'attitude de l'État. Merci. Est-ce qu'on a une dernière intervention? Est-ce que quelqu'un veut encore intervenir? Ou bien... Ok, et ben on va clôturer
Super. Et ben, en tout cas, merci beaucoup. J'espère que ça a été utile. Donc, comme je disais, on vous enverra la présentation et puis les coordonnées du livre d'Aforest pour plus d'informations. Et donc, merci d'avoir participé. Merci d'avoir participé, merci de nous avoir écoutés et surtout, merci d'avoir apporté des éclaircissements sur certains points qui pouvaient être encore un peu flous pour une majorité d'entre vous. Merci. Et vivement une réunion en live à Anvers. Bientôt. Bonne journée. Au revoir. Merci, au revoir.